Alain Berenbaum que nous recevons ce soir. Petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bien que je cale d'emblée sur le nom Alain Berenbaum, est-ce son vrai nom? N'y a-t-il pas des choses un peu étranges qui se dissimulent derrière ce nom? On aura toute la soirée en fait pour en parler. Tu es né à Bruxelles. Comme tu le dis dans ton livre, tu es un vrai ketch de Bruxelles. Ni franc, ni wallon, ni flamand, belge, point, que tu t'en revendiques. Tu as comme profession d'être avocat spécialiste de droit d'auteur, mais avocat aussi de un certain nombre de personnalités belges. La plus connue peut-être étant Tintin, ou le roi, je ne sais pas. Tintin, ça, oui, Tintin. Le roi et puis Magritte, tu as des mauvaises langues disent que c'est toujours des questions de droit d'auteur pour ces trois personnes. Oui, des mauvaises langues, toujours. Alors, comme... Oui. Donc, comme romancier, tu es déjà l'auteur d'un nombre assez important de livres, mais on va s'attarder sur 3 de tes derniers livres, qui sont les livres constituant le cycle de Michel Van Loo. Michel Van Loo étant donc un enquêteur, enfin un privé plutôt, un peu efficace. Heureusement, il est doublé d'Anne la Champouineuse, qui est beaucoup plus efficace que lui, mais qui a le grand mérite d'habiter tout près du square des bienfaiteurs. Et là-dedans, dans ces 3 livres, on voit apparaître un personnage secondaire qui devient de plus en plus insistant, qui est un pharmacien flanqué d'un affreux petit gamin, d'une très belle femme et d'un affreux petit gamin, et ce pharmacien, qui a remporté d'ailleurs le prix du second rôle dans ces 3 romans, d'un coup se fait d'autant plus insistant et s'impose de manière très évidente comme le personnage principal de Monsieur Optimiste. Alors Monsieur Optimiste est donc ce pharmacien très particulier par rapport à toi. Qui c'est donc ce pharmacien? Oui, alors effectivement, il y a un pharmacien qui s'appelle dans la série Van Loo Hubert, ce qui est assez simple, mais comme tu le disais d'emblée, ce pharmacien qui est le papa du petit garçon de la série Van Loo, lequel petit garçon se trouve devant vous, puisqu'il n'a pas beaucoup grandi, il faut bien dire. Le pharmacien en question, en fait, a une vie beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît dans la série policière des Van Loo, et donc, cette fois, il prend tout son envol dans ce livre Monsieur Optimiste, c'est aussi Monsieur Optimiste, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, ce Monsieur Optimiste, qui, à partir d'un certain moment dans sa vie, en 1945-46, commence à s'appeler Hubert, s'appelait avant Chaim, ce qui est son prénom, mais qui veut aussi en hébreu dire la vie. Quand on tend son verre à quelqu'un, qu'on dit santé, en hébreu on dit le Chaim, ça veut dire à la vie. Et donc il porte bien son nom parce qu'effectivement, ce Hubert Chaim a ainsi connu des aventures depuis son arrivée en Belgique, même déjà en Pologne où il venait, mais ensuite, depuis son arrivée en Belgique à la fin des années 20, où il est venu étudier à l'Université de Liège, et puis il a passé les années 30 à devenir un Belge moyen, en faisant venir ses sœurs en Belgique, et puis il a rencontré la dame dont tu parlais, qui est la maman du petit garçon, laquelle s'appelle Rebecca, et qui venait, elle, de Vilnius, Vilno à l'époque, ville russe puis polonaise, avant de devenir la capitale de la Lituanie, et elle a débarqué en 1939. Et donc, ils se rencontrent dans la pharmacie, bien entendu. Coup de foudre. Malheureusement, le coup de foudre en question est tellement extraordinaire, tellement lumineux, que les Allemands le voient et aussitôt, ils envoient leur armée à Bruxelles. Donc, le jeune couple, le tout jeune marié, fuit l'arrivée des Allemands à vélo, ils sont belges entre-temps, donc ils font du vélo, jusqu'à Boulogne-sur-Mer,
pour essayer d'accrocher le dernier bateau pour l'Angleterre qu'ils ratent, et donc ils reviennent à Bruxelles, et suit alors leur péripétie à Bruxelles, où Chaim va devoir se cacher à partir de 1900, fin 41 ou début 42, il va ensuite réussir à survivre avec sa femme, mais découvrir à la fin de la guerre que une grande partie de leur famille a disparu et a eu moins de chance qu'eux. Si, alors là, on peut en reparler de ce qui se passe aussi après la guerre. Et oui, et donc, en fait... Oui, donc, pour terminer l'histoire du prénom, donc Chaim devient en 1945, pour l'état civil belge, on ne sait trop pourquoi Hubert, et on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi Hubert, parce qu'en réalité, sa femme, comme d'ailleurs tous ses amis, l'appellent Henri. Ne me demandez pas pourquoi Chaim, devenu Hubert, se fait appeler Henri, c'est un vrai mystère. Bon, je ne suis jamais câlin, mais j'ai toujours été câlin. Pas tout à fait, puisque tu as découvert un jour que tu as un autre prénom qui n'est pas un prénom de l'état civil. Voilà, qui est le prénom de mon grand-père qui s'appelait Abba, ce qui est très curieux parce que Abba en hébreu veut dire père. Et donc mon père m'a appelé, non pas fils, mais père. Oh. Rajoutons une couche à propos du nom Bernboom, Birnboom, Barenboom, Berenboom à la flamande. C'est aussi une belle soupe là, non? Oui, c'est un nom pas très stable. Il a beaucoup évolué en effet. Mais je pense que ça tient aussi au problème de l'état civil de l'époque. En Pologne, l'état civil était assez flou. Donc, mon père, quand il arrive, dit qu'il s'appelle Berenbaum avec un U. Mais le courrier de mon grand-père que j'ai retrouvé, lui, est à l'enseigne, parce qu'il avait du papier à lettres imprimé à son nom et qui était Birnbaum. Bon, je ne sais pas comment le nom s'est transformé entre-temps, et une partie lointaine de la famille est partie aux États-Unis, où là, à Ellis Island, les douaniers changeaient aussitôt le nom, ou plutôt l'écrivaient tel qu'ils l'entendaient, et donc les gens, le Berenbaum dit mon nom c'est Barenboy, parce que ça se prononce à la yiddish, quand on écrit Berenbaum, ça se prononce Barenboy, et alors cette famille-là s'est appelée Barenboy, comme le chef d'orchestre. Voilà. Et en fait, avant de revenir peut-être à l'histoire du pharmacien, je voudrais te demander, mais pourquoi d'abord, comment ça s'est passé? Je crois que tu as retrouvé des documents au moment où tu as dû vider la maison de tes parents. Ils sont restés soigneusement en caisse pendant longtemps. Un jour, tu t'es dit, je vais y trier. Bon, le tri, on a vu ce que c'est devenu, c'est un bouquin. Pourquoi, d'un coup, t'être intéressé à cette caisse qui traînait, enfin, ces caisses qui traînaient depuis si longtemps dans la famille? Oui, en réalité, je triche un peu dans le livre parce que je dis, je trouve la caisse et j'écris. C'est pas tout à fait comme ça. La réalité, c'est que après avoir écrit un certain nombre de livres de fiction, de romans, j'ai eu envie de raconter un récit véridique, et sans doute, comme tu l'as bien relevé, que le fait d'avoir mis en scène une partie de la vérité avec le personnage d'Hubert dans la série policière Van Loo m'a permis, ou m'a donné l'envie d'y aller plus franchement. En plus, comme tu le signalais, le détective privé Michel Van Loo étant très médiocre, c'est pas sur lui qu'on peut compter pour raconter la véritable histoire et remonter la véritable source de l'histoire de son ami Hubert pharmacien. Donc j'ai dû m'y mettre moi-même. Et alors, pourquoi effectivement avoir attendu 10 livres pratiquement pour écrire le récit vrai, pour me livrer, pour parler de moi et de ma famille? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est la mode souvent chez les jeunes romanciers français, surtout dans le 6e arrondissement, de commencer par raconter leur vie et ensuite de faire autre chose. Mais moi,
j'ai pas fonctionné comme ça, donc il m'a fallu sans doute, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ma propre carapace et commencer à examiner d'où je viens, quelle est mon identité, qui je suis et pourquoi je suis devenu ce que je suis, il m'a fallu sans doute passer par le biais de la fiction. Et donc écrire 9 romans imaginaires, des histoires totalement imaginaires, ou à peu près, pour en arriver à tenter d'écrire vrai. Mais ce que j'avais déjà commencé en fait dans des petits textes, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Maître du Savon, j'avais déjà fait un court récit sur mon père dans sa pharmacie dans les années 50. Ça m'avait donné déjà le goût sans doute de ça. Et donc j'ai eu envie au fond de poursuivre ça, d'aller plus loin que dans ce court récit. Et je me suis mis à écrire des textes épars. Parce qu'au fond, ce livre, dans son élaboration, a été une espèce de patchwork, work in progress. J'ai vraiment écrit les chapitres qui portent tous un nom, comme si c'était des nouvelles. Et c'est parti effectivement d'une nouvelle, donc d'un texte sur la vie de mon père dans sa pharmacie, mais présenté dans un recueil de nouvelles, donc comme si c'était imaginaire. Et j'ai écrit ainsi d'autres histoires concernant mon père, avec chaque fois un titre comme si c'était une nouvelle, voilà. Et chacun de ces titres qu'on retrouve ici. Et je les ai écrits un peu dans le désordre. Il y a un texte qui s'appelle « Le jour où mon père n'est pas devenu un héros polonais ». Il y a un texte qui s'appelle « Sarah », un texte qui s'appelle « Les potions magiques ». Voilà. Et tous ces textes, je les ai écrits sans chronologie, en commençant par ce que j'avais envie, c'est-à-dire par raconter la mort de mon père. Je raconte la mort de mon père, brièvement, je rassure ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Et je pars de là, au fond, en disant il y a une enquête à faire là-dessus, parce que la mort de ce pharmacien de quartier qui semble n'avoir aucune histoire, qui semble être un quidam ayant une vie assez banale, je ne peux pas le croire. Ce n'est pas l'image que j'ai. Je n'en sais pas plus sur mon père, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'en savoir plus. Et donc j'ai commencé à essayer de rassembler quelques souvenirs, à puiser dans ma mémoire, à parler à quelques amis survivants de mes parents, et j'ai ainsi écrit quelques textes. Et c'est seulement à ce moment-là, je devais avoir écrit une quarantaine de pages, peut-être un peu plus, que je me suis souvenu de cette caisse dont j'aurais pourtant dû me souvenir, parce que je l'ai ramenée sans l'acheter lorsque ma mère est morte. J'ai trouvé, on vide l'appartement, et j'ai trouvé une caisse que je connaissais vaguement en fait, mais qui ne m'avait jamais intéressé, et dans laquelle se trouvent des tas de vieilles lettres, mais aussi des documents administratifs et d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à puiser dans cette caisse. Il y avait des choses intéressantes, notamment des documents administratifs dont on peut reparler, de la guerre, à partir desquels j'ai commencé à écrire en me disant « Ah, ça, ces documents administratifs éclairent d'un jour singulier l'histoire de mes parents ». Et je ne connaissais pas cette histoire, mais ces documents sont suffisamment parlants pour qu'à partir de là, on puisse embroder, reconstituer un certain nombre d'événements qui se sont passés et qui ont expliqué pourquoi ces documents administratifs sont là, et pourquoi d'ailleurs ils sont toujours restés dans la caisse, pourquoi mes parents les ont gardés, ces documents administratifs. Et puis je suis tombé, fatalement, finalement, je suis tombé sur l'os, comme on dit, c'est-à-dire des lettres, que j'avais, autour desquelles j'avais toujours tourné, mais que j'avais jamais ouvertes, et pour cause, c'était des lettres de ma grand-mère, et puis j'ai constaté aussi de l'une des sœurs de mon père, et des lettres de mon grand-père. Mais le problème, c'est que les lettres de ma grand-mère et de ma tante, de mes tantes d'ailleurs, étaient en polonais, et mes parents ont tout fait pour que
toutes les racines polonaises soient coupées, donc je ne parle pas un mot de polonais. Je connais la musique, mais pas les paroles, comme disait quelqu'un. Et les lettres de mon grand-père, lui, étaient en yiddish. Encore plus difficile à traduire. Oui. Pourquoi ma grand-mère écrivait en polonais et mon grand-père en yiddish? Parce qu'à l'époque, les hommes étaient élevés, enfin les juifs pieux étaient élevés dans l'école talmudique où on leur apprenait tout de suite à lire en hébreu et où on parlait yiddish à la maison et à l'école. Et donc, l'enseignement que recevaient les hommes en Pologne, juifs, c'était un enseignement en hébreu et expliqué en yiddish. Mais rien en polonais. Ouais, ils parlaient, c'était la langue véhiculaire, mais ils ne connaissaient pas, ils ne pratiquaient pas le polonais à la maison, on parlait yiddish, on restait entre soi, dans un village dont mon grand-père avait un magasin. Le magasin était fréquenté pour l'essentiel par des juifs qui parlaient yiddish. Bon. Tandis que les filles, c'est pas assez chic évidemment, c'était pas assez chic pour aller à l'école talmudique. Enfin, avec des filles, avec. Bon. Et donc, second rang bien sûr, les filles, déjà. Et donc, les filles, on les envoyait à l'école communale, et donc les filles, en fait, étaient infiniment mieux élevées et mieux éduquées. Il y avait une culture générale autrement plus large que les hommes. Et elles avaient évidemment appris le polonais, donc elles parlaient polonais, et elles écrivaient en polonais. Elles parlaient yiddish à la maison, mais elles écrivaient en polonais. Ce qui fait que ma grand-mère a écrit de très belles lettres, dont on trouvera quelques reproductions de textes dans le livre, et ma tante aussi. En polonais, ce sont les filles. Et le grand-père, lui, il parlait en yiddish. Alors, trouver un traducteur polonais, c'était facile. Il y a beaucoup d'étudiantes en lettres ici à Bruxelles, donc j'ai assez facilement pu faire établir les traductions des lettres très belles d'ailleurs des femmes de la famille. Mais pour le yiddish, ça a été la croix et la bannière, si je veux dire, puisque je me suis d'abord adressé à l'Institut Martin Buber de l'UNB, professeur de yiddish, qui m'a dit, après avoir tenté de déchiffrer la lettre de mon grand-père, « Oh là là, moi je suis de Cracovie, c'est très compliqué, le village de votre grand-père, qui était près de Varsovie, qui s'appelait Makouf Mazowiecki, est illisible pour moi. C'est comme le flamand de Hasselt qui ne sait pas parler à l'époque, qui ne savait pas parler avec le flamand d'Ostende, et même de Berchem d'ailleurs. Et donc il devait passer par le français. Mais c'est un peu la même chose. Il m'a dit, mais je connais un prof dans une université américaine, je vais lui envoyer votre texte. Parce que lui, sa famille vient de Varsovie. Donc, bon, ok, il envoie ce prof de yiddish d'université américaine, qui au bout d'un certain nombre de jours ou de semaines, je ne sais plus, c'était fort long, je trépignais, m'envoie une demi-page traduite en disant, écoutez, j'ai mis une semaine pour traduire cette demi-page, parce que moi je suis de Varsovie, je connais le yiddish de Varsovie, mais c'est le yiddish de la grande ville. Votre grand-père, lui, vient d'un petit village, il parle un autre yiddish, sous-entendu, c'est le populo, ça je parle pas bruxellois, quoi. Et donc, mais je connais un professeur à Paris, j'aurais dû le penser, qui lui a étudié les langues d'une région des environs de Varsovie qui s'appelle Mlava. Et c'est à 30 km de Makouf. Bon. Tout heureux, donc, je m'adresse à ce prof de Paris qui me dit, oui, effectivement, moi j'ai étudié le yiddish de Mlava, mon grand-père vient de Mlava, bon, que sais-je, ok. Et donc, voilà-t-il pas que ce type me dit, écoutez, le yiddish de Mlava, c'est pas tout à fait la même chose que celui de Makouf. Je suppose que les équipes de football devaient être antagonistes, c'était l'union contre le Véry, donc il ne voulait pas traduire. Bon. Et il m'a envoyé finalement vers une étudiante, à lui, la plus brillante qui était sortie de cette école de yiddish parisienne, et qui vivait à Vilnius, le monde est petit. Et donc j'ai envoyé mes lettres à Vilnius, et là, miracle, cette fille, hommage soit rendu à Akvilé, c'est son prénom,
a réussi enfin à restituer la voix de mon grand-père. Et voilà donc que du fond de cette caisse, du fond des âges, brusquement, ont jailli, toutes vivantes, parce que les lettres sont très vivantes, écrites dans un style extraordinairement... Enfin, on a l'impression que ça a été écrit il y a quelques jours, la voix du grand-père, la voix de la grand-mère, la voix des deux tantes. Et donc, ça, c'est vraiment... Mais c'est une aventure, ça mérite un livre, la recherche, la traduction est en soi déjà une aventure. Et alors, dans cette fameuse boîte, tu découvres l'existence de Sarah, dont tu n'avais, je crois, jamais la entendu... sœur de mon père. Oui. Sœur de ton père, dont tu n'avais quasi pas entendu parler. C'est-à-dire que je savais qu'elle était... Mon père m'avait dit qu'il avait une sœur, enfin il a deux sœurs, une qui s'appelle Esther et qui était venue étudier en Belgique la pharmacie comme lui dans les années 30 et qui d'ailleurs étudiait chez lui, puisque lui avait terminé entre-temps, travaillait déjà dans une officine ici à Bruxelles, et sa sœur Esther habitait avec lui et étudiait à l'ULB. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'autre sœur, que toutes deux adoraient, Esther et mon père, parlaient toujours avec une énorme tendresse de cette petite sœur Sarah, espèce d'oiseau fragile et merveilleux, poétique. Et on le voit d'ailleurs dans ses lettres. Et ce que j'ai découvert, grâce cette fois aux archives de la commune de Schaerbeek, parce que j'ai continué mon enquête cette fois dans la commune de Schaerbeek, et j'ai découvert que cette sœur Sarah, elle aussi était venue en Belgique. Elle était venue en Belgique en 1937, je pense, ou en 1938, pour étudier la littérature française à l'ULB, où elle s'était inscrite. Et puis, le père, le fameux grand-père écrivant en yiddish, lui a écrit une lettre que j'ai retrouvée, qui était là, en disant, écoute, assez de fantaisie comme ça, déjà que ta sœur étudie, tu ne vas pas aussi te mettre à étudier, c'est pas le rôle des filles d'étudier, et donc, il dit cette expression assez de fantaisie, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est exactement le contraire de toute notre famille qui est vraiment basée sur la fantaisie, bon, mais assez de fantaisie comme ça, les prétendants se bousculent dans le magasin, ils t'attendent, donc rentre à Makouf pour te marier. Et il y a une queue de prétendants pratiquement sur le quai de la gare qui vont t'accueillir. Elle rentre donc obéissant à son père, ce qui est absurde puisque d'après les registres de la commune de Schaerbeek, elle est partie en septembre 1939, c'est-à-dire exactement quand les Allemands sont entrés à Varsovie. Donc elle a dû arriver, je ne sais pas moi, 3 jours avant l'arrivée des troupes allemandes à Varsovie. C'était vraiment bien tapé. Et suit d'ailleurs une correspondance extraordinairement émouvante qui était là, dans cette pièce, et que je n'avais pas ouvert, et dans laquelle on s'aperçoit que Sarah se rendant compte de la gaffe, et que sans doute que les prétendants n'étaient pas sur le quai de la gare, parce qu'ils étaient sans doute enrôlés dans l'armée polonaise, et décimés déjà, essaye de revenir en Belgique. Et on voit, à travers différentes lettres, comment elle se présente au consulat de Belgique à Varsovie pour... donc d'abord à l'administration communale de Varsovie, où elle obtient miraculeusement encore un passeport, ou renouvelle son passeport sans doute. Elle devait avoir un passeport puisqu'elle l'avait utilisé en Belgique. Donc elle renouvelle son passeport, elle parvient encore à avoir le renouvellement de son passeport, et elle va au consulat de Belgique à Varsovie pour obtenir le visa. Et là, suit toute une série d'aventures qu'elle narre pratiquement jour par jour. Le consulat est fermé, le consulat est ouvert, mais le consul n'est pas là, il ne peut pas mettre le cachet. Bon. Et finalement, on lui dit, on est en fin 40 à ce moment-là, on lui dit, écoutez, le plus simple, le consulat sera fermé, ou est fermé déjà, les autorités belges, entre-temps, la Belgique a été envahie, donc le consulat ne peut plus fonctionner, et on l'envoie à Berlin. Et voilà quand même, c'est inimaginable aujourd'hui. Mais en fait, dans le courrier, on voit que cette fille, qui est juive, qui vit dans une ville occupée par les nazis, se prépare à prendre son ticket pour aller à Berlin, à l'ambassade de Belgique à Berlin. Bon, finalement, elle comprend que l'ambassade de Belgique à Berlin n'existe plus non plus. Bon. Et donc, elle se retrouve enfermée dans le ghetto de Varsovie. Ce qui est aussi fascinant,
c'est qu'on a des lettres, donc des cartes plutôt d'ailleurs, où il écrit depuis le ghetto de Varsovie, où il écrit sa vie dans le ghetto de Varsovie, de manière extrêmement sobre. Et ce qui est fascinant, c'est de s'apercevoir que jusqu'à son départ, manifestement amené dans un convoi vers un camp de la mort, où elle va disparaître, le courrier continue de fonctionner. Je veux dire, les Allemands ferment le ghetto de Varsovie, les gens crèvent de faim, de maladie, famine, on ne peut plus sortir du ghetto de Varsovie, c'est des conditions de vie évidemment atroces, mais chaque jour, la poste allemande vient relever les boîtes aux lettres et livre le courrier dans Bruxelles occupée. C'est quand même assez extraordinaire. Il y en a des détails, je trouve, qui sont extraordinairement éclairants sur la grande histoire, donc sur la vie réelle des gens. Oui, tu découvres cette personnalité de Sarah qui a l'air d'être quelqu'un à la fois très délicat, très raffiné, très intéressante, et c'est vraiment celle que tu regrettes le plus de ne pas avoir pu connaître. Oui, sans doute. Sans doute, oui. C'est sans doute un personnage, on le voit justement à travers ce qui est dit d'elle à la fois par sa mère, qui la considère comme une fille abominablement capricieuse, mais en même temps, tout ce qu'elle dit d'elle est extraordinairement attachant. Et de ses lettres à elle, on s'aperçoit que c'était un être, effectivement, qui me manque. Après, elle ne me manquait pas avant d'avoir écrit le livre, elle me manque à l'écriture du livre. Je suis devenu amoureux de Sarah en écrivant, en dépouillant son courrier. Alors, revenons à ton père. Pourquoi l'appelles-tu Monsieur Optimiste? Enfin, du moins, ça vaut pour un temps. Oui, alors, c'est pas moi qui l'appelle en fait Monsieur Optimiste. Monsieur Optimiste, c'est un de ses copains qui l'appelle comme ça. Nous sommes, donc, comme je l'ai dit, dans les années 30, il a terminé ses études de pharmacie à Liège, et il a trouvé une place dans une pharmacie, comme pharmacien d'officine, dans une pharmacie à Schaerbeek. Mais, comme j'imagine, comme Polonais immigré à Bruxelles, parlant pas très bien le français, ayant appris, on peut en reparler d'ailleurs pendant ses études à Liège, mais parlant pas encore très bien le français, il a peu d'amis belges. C'est bien, c'est compliqué pour des immigrés qui parlent mal, qui connaissent personne, qui n'ont pas été à l'école avec les voisins, les copains, etc., de se faire des amis du jour au lendemain dans une communauté dont ils ne connaissent pas les codes, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il se fait comme ami un Allemand, un voisin, qui est lui aussi un immigré. Solidarité d'immigrés. Bon. Un Allemand qui raconte qu'il est d'une famille anti-nazie, qui a donc fui l'Allemagne à la prise du pouvoir d'Hitler, et qui est électricien, qui travaille plutôt comme ingénieur de radio, qui fabrique des radios, qui conçoit des radios dans une firme de fabrication de radios à Schaerbeek. Et apparemment, ce type, qui s'appelle Thomas, s'entend très très bien avec mon père. Ils ont la même passion des échecs, ils ont la même passion de la politique, donc ils refabriquent le monde des années 30, il y avait de quoi faire. Et c'est lui qui baptise mon père Monsieur Optimiste, parce qu'il considère que sa façon d'expliquer le monde, de parler politique et de dire que demain le monde sera magnifique, c'est vraiment, alors que tout est en train de s'effondrer, bien sûr, nous sommes en 37, 38, 39. Et ce type, donc mes parents partent, comme je le disais, en voyage de noces à l'arrivée des Allemands, et lui part aussi, comme beaucoup de gens qui habitaient Bruxelles, la Belgique, partent sur les routes. Bon. Et donc, quand mes parents reviennent, mon père cherche son copain Thomas, qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais comme des tas de gens, lui. Bon. Et il se dit en plus, c'est un Allemand anti-nazi, il n'a sans doute pas intérêt à se montrer en rue. Et puis, quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, je ne sais plus, voilà que la porte de la pharmacie, où il continue à ce moment-là à travailler, s'ouvre, et qui rentre un officier de la Wehrmacht, et c'est Thomas. Parce qu'en fait, ce Thomas
n'était pas du tout un anti-nazi, c'était ce qu'on appelle un infiltré, la 5e colonne, c'était le nom que l'on donnait à l'époque à ces espions qui étaient envoyés pour préparer le terrain en quelque sorte, et ce Thomas c'était en réalité un collaborateur du régime nazi. Mais ce type n'a jamais donné mon père, il l'a plutôt protégé, ce nazi, il l'a plutôt protégé. Voilà. Comme quoi les histoires ne sont jamais ni blanches ni noires, il y a des vérités grises dans l'histoire. Oui, venant aussi d'un milieu juif, mon père étant juif russe, il a aussi toujours la volonté de s'intégrer complètement. Effectivement, j'ai appris que les juifs, j'avais, je crois, comme ça. J'avais une dizaine d'années, une douzaine d'années, ce qui fait quand même un choc parce que comme on me le cachait, je me demandais pourquoi, je trouve que c'est un truc pas bien, évidemment. Mais c'est vrai que cette volonté d'assimilation, je ne sais pas, c'est une génération entière, j'en sais rien. Il ne comprenait même pas qu'on ne puisse pas qu'on doit s'assimiler. Pour lui, c'était absolument impensable. Et à propos du nom, ça m'a amusé, j'avais entendu une interview là aussi. Mon père s'appelait Abraham, il se faisait appeler André, et tout le monde le surnommait Bob. Alors c'est assez horrible aussi, mais donc j'ai appris son prénom, seulement j'avais je ne sais pas quel âge. Donc ce sont des choses assez troublantes, je crois que c'était peut-être l'époque qui voulait cette assimilation, j'en ai connu d'autres aussi parmi leurs amis, c'est assez troublant. Oui, alors c'est intéressant parce qu'évidemment, on fait souvent la comparaison avec l'immigration d'aujourd'hui, où on a l'impression qu'il y a un phénomène de communautarisation qui, justement, au contraire, milite contre cette assimilation, contre l'absorption de la culture locale, nationale, flamande, wallonne, bruxelloise, que sais-je. Et donc là, il y a tout de même une comparaison intéressante, parce que ça a été vrai, cette assimilation, évidemment, de la part des Italiens aussi, qui ont eu énormément de mal, on le sait, à s'assimiler, ils vivaient dans des conditions épouvantables. Ils sont assimilés, la preuve. Hein. Et on a l'impression aujourd'hui que, bon, il y a un certain nombre de ministres d'origine turque ou marocaine, comme on sait, mais que dans leur communauté, le phénomène est loin d'être général. Et qu'il y a au contraire une comparaison étrange à faire entre la façon dont les immigrés, pas seulement russes, polonais, juifs, italiens des années 30-40, souhaitaient devenir à tout prix des citoyens belges, avec ce que ça implique d'oubli et de négation de leur culture, de leurs racines, et ce qui se passe aujourd'hui. C'est très étrange, très, très intéressant et parfois inquiétant évidemment en même temps, mais il faut faire avec. Donc c'est un autre type de civilisation. Merci Alain, je crois qu'on ne va plus donner la parole, tu vas faire peut-être pendant la séance de dédicace répondre aux différentes questions. Je vais encore laisser la parole à Joseph, que je remercie de nous avoir représenté, puisqu'il a fait partie de Filigrane pendant quelques heures. J'ai une toute petite question, c'est un hochement de tête ou pas, mais cette question va à 2 personnes. Il y a toi, et puis hop, Jaco. Ça y est, c'est quoi, t'as déjà vendu les droits? C'est un sujet pour toi, hein. C'est vraiment un sujet, c'est un sujet en or pour notre illustrissime Jaco van der Mael. Donc merci, la rencontre sera suivie de dédicace bien entendu, et comme toutes les dernières rencontres, nous avons 2 sponsors, c'est assez original, les fromages de Suisse et San Pellegrino. Mais donc vous avez des dégustations de fromage de Suisse au bar et San Pellegrino citronnade orangeade, puisque pour l'instant l'alcool, il faut être assez prudent. Voilà, donc vous pouvez consommer, mais modérément. Vous ne faites pas d'alcool encore. Si, c'est eux qui ont, je crois, la patente, le pastis, toutes ces choses-là. Hein. Pas pour l'instant, Voilà, je remercie Alain, qui est toujours passionnant à écouter. Moi, je voudrais vous simplement dire une chose, j'étais un lecteur complet de lire ce livre, hein, donc c'est mon petit point de vue personnel, c'est dire qu'on oscille entre une gravité parfois très lourde, ce côté burlesque et ce côté extrêmement touchant. Et donc, je vous conseille très très vivement de vous ruer sur le livre, de le commencer dès ce soir. Vous l'aurez fini demain matin et vous aurez passé une excellente nuit. Après une excellente dégustation. Dans votre